Si la plupart des gens connaissent surtout la Corse pour ses plages magnifiques aux eaux limpides, peu nombreux sont ceux qui savent qu'autrefois, la mer représentait surtout une menace pour les habitants de l'île, qui préféraient fuir la côte et ses dangers pour trouver refuge dans les montagnes. C'est loin de ces paysages de cartes postales prisés des touristes que subsiste la trace des hommes qui vécurent sur l'île depuis ses premiers peuplements. Dans des régions reculées, au cœur des vallées isolées, existent de nombreux vestiges témoignant du riche passé archéologique de l'île. Situé dans le canton de Valle-Rousti, entre Pontelecce et Corte, le village de Lane est une de ces régions. Ici prend fin la route, et pour ceux qui souhaiteraient mieux connaître ces lieux mystérieux, c'est à pied qu'il leur faudra continuer. Un de ces sentiers conduit à la grotte de Carpineto. La grotte de Carpineto est l'un des plus longs réseaux souterrains de Corse. Elle est connue, depuis plus de 30 ans, par les membres de l'association de spéléologie I Topi Pinudi, qui en explorent chaque recoin. C'est à proximité que le 1er mars 2015, un groupe de spéléologues va faire une découverte qui marquera l'histoire de l'archéologie insulaire. Ce film relate cette découverte qui a fait ressurgir une histoire vieille de plus de 3000 ans. Début 2015, une équipe de spéléologues se trouve en pleine séance de traçage d'un cours d'eau à l'intérieur de la grotte. Mais ce jour-là, un petit groupe se détache et ne rejoint pas le reste de l'équipe. Jean-Claude Lamilza et Jean-Yves Courtois, accompagnés de 5 autres spéléologues, ont une idée en tête: prospecter une petite cavité visible qui se trouve en milieu de falaise. Cette cavité, ils l'observent depuis quelques années. Elle n'a rien de très engageant et se trouve à une vingtaine de mètres du sol. C'était une cavité qu'on connaissait depuis longtemps, puisque à chaque fois qu'on allait à la grotte de Carpineto, un œil se jetait sur cette paroi là avec ce trou au milieu. Un jour, il y avait une visite à la grotte de Carpineto justement, et je me suis un petit peu mis à part du groupe. J'ai décidé de faire un peu de prospection et de m'approcher de cette falaise pour imaginer un petit peu comment on pouvait accéder à cette cavité. Donc on a fait une verticale au-dessus d'un arbre, dont on savait qu'il allait nous servir à rejoindre la paroi et après à partir en vire pour accéder à la cavité qu'on visait. Jean-Claude l'équipe, il descend, bien, il est très fort pour ça. Je le suis et on arrive donc sur cet arbre qui nous permet de rejoindre la paroi pour après partir en vire. Et il se trouve que là, caché par un bosquet, celui qu'on avait visé et tout, il y avait une autre cavité qu'on voyait pas, qui n'était pas prévue. Et cette cavité était intéressante parce qu'elle était remplie de pelotes de chouettes et frais. Beaucoup, peut-être 1 mètre d'épaisseur, ça faisait un plat, c'est pas courant. Ce qui fait qu'on a pris des photos, ça nous donne un point zéro du site. Et donc je suis arrivé devant la cavité, j'ai jeté un coup d'œil vite fait. Rien de spécial, elle avait l'air pas très très longue. Un tas d'humus, du bois, il y avait mais rien de spécial. Donc j'attendais Jean-Yves qui devait me suivre, donc j'ai l'accompagné parce qu'il fallait décaler la corde. Donc il est arrivé, on a regardé la cavité et on a vu qu'il y avait donc un gros os qui dépassait des sédiments. On s'est posé quelques questions quand même sur l'origine de ces os, parce que des gros os veut dire gros animaux. Et on s'est posé la question de quelle manière ces os ont pu atterrir dans cette cavité qui est en pleine paroi. Donc j'ai continué à faire ma petite prospection le long de la paroi, donc puisqu'il y avait une deuxième cavité un peu plus loin. Jean-Yves a commencé à gratter un petit peu les sédiments. Et donc il a sorti un os, 2 os, 3 os, et au retour il m'a montré donc un os qui ressemblait fortement à une mandibule humaine. Et donc là on a été interloqués, puisque on s'attendait pas à ça. Donc mandibule humaine,
des bouts de bois qui n'étaient pas en fait une souche d'arbre comme on pensait au début, mais des bois qui ont été, on va dire, façonnés de main d'homme, hein, c'était des planches. Et une fois qu'on est revenu à la maison, tout de suite, moi j'ai contacté l'INRAP Pascal, avec lequel on était en relation pour une autre affaire d'archéologie et de mine. Le soir même, donc il nous répond. Ça a été très rapide, comme quoi ça avait un intérêt potentiellement archéologique et qu'il, comme ça à vue d'œil, il datait ça du Moyen-Âge. Donc il nous a conseillé de contacter le service régional d'archéologie, monsieur Léandri, pour faire part de la découverte et pour en savoir plus, voir ce qu'il fallait faire pour la suite de cette découverte. Et on revient une semaine après avec la consigne donnée par le SRA de faire des prélèvements osseux et de bois. Et le premier résultat de la datation tombe. L'ossement qui avait été envoyé en Pologne révèle une date de moins 3200 ans par rapport à maintenant, ce qui fait que ça représente, c'est la période du bronze final. Et là, donc, on a tous été interloqués, hein, surpris, parce que ça devenait quand même une découverte maintenant exceptionnelle. La datation a été confirmée quelques semaines plus tard par un autre laboratoire qui a daté donc un extrait du bois et qui a donné la même date, moins 3200 ans avant maintenant. En concertation avec les archéologues, une première opération de sauvetage des vestiges déplacés au moment de la découverte est décidée. Plusieurs autres réunions seront ensuite nécessaires à la mise en place de cette opération. Afin d'évacuer les vestiges archéologiques présents dans la cavité en toute sécurité, les membres de l'association Itop Ipinoudi retiennent la solution d'une tyrolienne de 200 mètres de long sur un dénivelé de 80 mètres, tendue entre le bord de la falaise et la piste. Quand tu veux, tu me dis top. Top, je tire. Il s'agit là d'une idée audacieuse, mais difficile à mettre en œuvre. Malgré cela, les spéléologues ne renoncent pas. Et 2 jours de travail acharné sous une pluie battante seront nécessaires à l'installation de cette tyrolienne. Je répète, le bout de la corde est là. Et... Vous êtes trop fort. Ah, bah dis donc. Donc la mise en place de la tyrolienne a nécessité pas mal de temps de travail de notre part. Déjà au départ il a fallu imaginer tout le matériel dont on aurait besoin, commander le matériel, et donc une fois qu'on l'a reçu, on a pu commencer à tout installer, donc à se rendre sur site et puis installer le système. Donc ça nous a pris plusieurs week-ends. On a commencé en fait début octobre à installer le système, et c'est vrai qu'on a commencé par une journée dantesque où en fait il a fallu tendre une corde donc d'un bout à l'autre de la vallée, donc sur 200 mètres, sous la pluie, dans le vent, donc c'était des conditions assez difficiles, mais on n'a pas lâché prise, et finalement à la fin de la journée, donc on a réussi à tendre cette corde entre la falaise et la piste, et donc par la suite, sur les jours d'après, on a pu améliorer le système, tendre les cordes correctement, faire des tests forcément avant que les archéologues arrivent, et au final, donc pour l'opération de sauvetage, on était fin prêt pour évacuer les vestiges archéologiques, mais également pour pouvoir faire remonter du matériel là-haut en cas de besoin. La cavité de l'Anninck s'ouvre en rive gauche dans les calcaires de Caporalino, datant du Jurassique supérieur. Elle se situe dans la vallée du ruisseau de l'Anninck, qui s'étire sur un peu plus de 4 km. Sous la conduite de Franck Léandre, conservateur régional, débute, le 17 octobre 2015, la première campagne de fouilles et de prélèvements. Un effectif
constitué d'une équipe de 6 archéologues, dont un géomètre topographe, ainsi que 2 conservateurs restaurateurs du laboratoire Arc Nucléar, seront présents pour le prélèvement et le conditionnement des premières pièces en bois découvertes dans la cavité. L'ensemble des opérations se déroulera sous l'encadrement technique d'une vingtaine de spéléologues de l'association Itop Ibinoudi. La plupart des archéologues qui sont intervenus sur les différentes opérations de fouilles n'ont pas l'habitude de progresser sur corde. Donc nous, spéléologues, on les a assurés et on a assuré leur sécurité. Il y avait des gens qui possèdent des diplômes fédéraux en spéléologie qui étaient présents en permanence et qui permettaient donc de les aider à progresser sur corde. Et après, concrètement, les échanges entre les spéléologues et les archéologues se sont vraiment très bien passés, et notamment grâce à la présence de Philippe Galland, qui est archéologue dans la région Languedoc-Roussillon et qui est par ailleurs également spéléologue. Donc en fait, il a pu faire le lien entre les deux milieux. Voilà. Une première série d'ossements, regroupés contre une paroi de la cavité par les découvreurs du site, devront être également prélevés et conditionnés par Anna Ferraz, anthropologue de terrain. Je savais que le site était sur une falaise, dans une cavité, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire en fait. Je n'avais jamais pratiqué rien de semblable. Donc j'étais assez confiante au départ. Je me suis dit que ça ne doit pas être si difficile que ça. J'aurais du monde à côté. Et puis c'est vrai que le moment venu de se jeter comme ça dans le vide, ça a été un peu dur. Mais ça va. On m'avait demandé de faire un premier prélèvement de tous les ossements qui avaient été bougés lors de la découverte. Donc ils étaient rangés contre une des parois, derrière un des morceaux de la cuve de l'objet en bois qui fait aussi partie de ce site. Donc l'objectif était de prélever ces ossements, essayer de faire une première description, quelques photos des objets en bois pour pouvoir contacter par la suite et envisager les problématiques de déplacement de ces pièces en bois. Donc j'ai prélevé les ossements qui avaient été bougés. On a fait un premier petit sondage pour avoir quand même une première notion de la puissance stratigraphique dans cette cavité, mais on s'est vite arrêté parce que on savait que sur la mission de 2 jours, on n'allait pas pouvoir faire plus que ça. Une des particularités de ce site, c'est que les ossements sont très très bien conservés, de manière générale, mais aussi parce qu'ils ont encore des restes organiques qui se sont desséchés. Donc ils sont de plusieurs ordres. Donc on a quand même des cartilages qui sont encore conservés. On a aussi un des sacrums, donc c'est un des os du bassin avec de la moelle épinière encore conservée. Donc c'est quand même des choses assez extraordinaires. Ce sont les conditions de conservation générale qui sont particulières à cette cavité-là. Le fait que ce soit une zone calcaire et peut-être aussi le sédiment qui compose ce dépôt-là. Donc c'est un mélange de pelote de déjection de chouettes. Donc il y a peut-être eu des échanges physico-chimiques qui ont permis une conservation assez extraordinaire dans cette cavité. « 3200 printemps, 3200 hivers. En cet instant, après bien des efforts, le temps, à nouveau, se fige. Les ossements retrouvent la lumière et le monde des hommes. Dans un silence respectueux, l'équipe de spéléologues et d'archéologues marque une pause chargée d'émotions. Chacun, au-delà de ses connaissances scientifiques et techniques, au contact de cet espace sacré et de ces ossements qui ont défié les millénaires, partage avec ces hommes de l'âge du bronze une humanité intemporelle. Voilà, là, voilà. Arrêtons d'arriver de la boîte. Allez,
La présence de cette sépulture en milieu de falaise pose question. Une hypothèse est avancée. L'accès à cette cavité devait à l'époque se faire à pied, par le moyen d'une corniche. L'effondrement progressif de la falaise, au cours des siècles, a fait disparaître son entrée, rendant ainsi la sépulture inaccessible. À la question de l'accès à la cavité, c'est différents points de réponse. Déjà, on a cherché à comprendre, par l'étude morphologique du massif, l'origine du conduit karstique, qui est la grotte actuellement, donc dans laquelle il y avait les cercueils en bois, et on a essayé aussi de comprendre l'accès. Donc un accès depuis le plateau, depuis le flanc latéral de l'éperon rocheux, les recherches ont montré que c'était impossible. Donc le seul accès possible qui est envisageable à l'âge du bronze, c'est l'accès par la falaise. Et par contre, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la falaise, elle a pu changer. Alors elle a pu changer sur des détails, il y a pu avoir des effondrements de pans rocheux, mais quand on regarde la morphologie de cette falaise, donc on regarde la morphologie de la roche, de la structure rocheuse, il y a pu y avoir des effondrements, mais ces effondrements ne masquaient pas un chemin facile. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement peut-être une vire, mais qui était quand même très aérienne. Alors aujourd'hui ça peut choquer, mais on connaît des tas de civilisations qui encore aujourd'hui, comme par exemple en Inde, où les gens déposent des défunts dans des cercueils, dans des parois rocheuses, les déposent dans des espèces de auvents qui sont en hauteur. Donc c'est des pratiques funéraires qu'on connaît. Et donc en fait, qu'il y ait 3000 ans, des gens aient plus ou moins escaladé une falaise pour accéder à une grotte, pour déposer des défunts dedans, c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Donc il y a une vraie recherche, je pense, du lieu, une recherche alors en lien avec l'environnement, avec des croyances, avec des pratiques, donc des gens qui habitaient ici, qui connaissaient parfaitement leur environnement, et ces gens-là en fait étaient capables d'avoir des gestes, ce que nous on appelle des gestes funéraires, c'est-à-dire des comportements qui permettent de ce qui nous semble aujourd'hui irréalisable, et pour eux c'était au quotidien, c'est-à-dire ça faisait partie de leur façon de faire, de leur façon de vivre. Donc accéder à une vire, ça nous paraît un petit peu aérien aujourd'hui, ça l'est, mais quand on regarde des peuplades contemporaines qui n'ont pas forcément la technique qu'on a, ils arrivent quand même à accéder à des endroits qui sont complètement fous. Bon, ce qu'il faut imaginer, c'est que en fait cette cavité n'est que partiellement conservée. Car ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les hommes du bronze final ont accédé à la cavité par cette entrée, ils ne sont pas accédés par le plateau. Ils sont accédés ici. Nous, ici, on accède parce qu'on est équipé, voilà. À l'époque, il n'y avait pas tout cet équipement. Donc, on peut tout à fait supposer que la cavité était beaucoup plus accessible à l'époque, et puis que l'érosion de la falaise l'a rendue quasiment inaccessible maintenant. Donc, il y a sûrement une partie, probablement, une partie de la cavité qui a été évacuée à l'extérieur. Alors, on a là quelques preuves, parce qu'on a fouillé à l'aplomb de la cavité en bas de la falaise, on a retrouvé quelques os humains. Bernard Maugiron, conservateur-restaurateur, est chargé de prélever les 2 éléments du cercueil en bois. On va accrocher la civière en tête avec ça. Donc en Corse, on connaît pour cette période plusieurs types de sépulcraux.
Donc des sépultures qui sont en coffre de pierre, des sépultures qui réutilisent des monuments mégalithiques comme des dolmens. On a des sépultures qui utilisent des anfractuosités des rochers par exemple, de façon un petit peu opportuniste. Et puis la sépulture de l'âne, elle a un côté un petit peu particulier puisque elle est en fond de vallée, elle est dans un endroit qui est très caractéristique du paysage, donc un endroit qui se distingue assez nettement, un endroit très reculé. Et se pose la question de son accès, de l'acheminement des inhumés, des inhumations à l'intérieur, et puis surtout le mode utilisé. Voilà, ce sont ces cercueils, c'est quelque chose d'unique pour l'instant à l'échelle de la Corse. Pourquoi on les a amenés ici, quels étaient on va dire d'un point de vue technique, qu'est-ce qui en fait leur originalité, voilà, pourquoi on achemine ces défunts là-haut à l'intérieur de cercueils. Alors, ce mode sépulcral en cercueil, il faut remonter jusqu'en Scandinavie pour avoir quelque chose de comparable. On a retrouvé notamment au Danemark des cercueils assez comparables aménagés à l'intérieur de troncs d'arbres, des monoxyles qui sont fermés à l'aide de grosses chevilles de bois, enfin de façon de coquilles de noix dont les deux couvercles, les deux coquilles sont assemblées pour former une sépulture. On a retrouvé également des éléments comparables dans les Baléares, notamment là, sur le site de la Cova del Pas, où là on a carrément des brancards de bois qui sont utilisés pour acheminer des inhumations également dans des cavités sépulcrales, perchées sur des endroits un petit peu caractéristiques du paysage. Le site de la Cova del Pas, pour nous, c'est vraiment un fil conducteur également. Nous échangeons beaucoup avec les chercheurs qui travaillent sur ce gisement, encore une fois, parce que ce sont deux sites qui sont comparables d'un point de vue chronologique et puis d'un point de vue typologique. Et c'est des cuves qui sont en bois d'if, donc qui est réputé, qui a tout un historique sur des questions de symbolique, parce que c'est un bois un peu tessible et dont les feuilles de l'arbre mènent à la mort de ceux qui la consomment. Donc forcément, à travers les siècles, ça a une valeur symbolique assez importante. Donc le retrouver là, dans ce contexte funéraire, c'est assez curieux. Un travail de sondage et de prélèvement des sédiments sur une profondeur de 50 cm sont réalisés, laissant apparaître un fémur humain ainsi que l'extrémité de deux éléments de bois. Cette première campagne de prélèvement et d'exploration archéologique s'achève après 2 jours éprouvants en termes d'engagement et d'émotion. Les ossements découverts dans la grotte de l'Aninck datent de l'âge de bronze. Cette période, caractérisée par un usage important de la métallurgie du bronze, débute 1800 ans avant Jésus-Christ, puis se développe au cours des siècles suivants grâce à une meilleure maîtrise des températures élevées. Ce nouveau savoir permit à l'homme de fondre des métaux de plus en plus résistants, grâce auxquels il put produire des armes et des outils domestiques. Ainsi, la métallurgie est à l'origine de la première économie complexe basée sur l'échange de ces objets entre territoires. Dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, le bronze sous forme de lingots fait l'objet d'un commerce maritime transméditerranéen. Les gisements de minerais et les dépôts de métaux provoquent la convoitise. L'importance de ces nouveaux biens non périssables entraîne l'apparition de différents niveaux de richesse basés sur l'économie des armes. Ce phénomène nouveau aboutit à une hiérarchisation sociale marquée.
Inévitablement, une guerre se déclare entre les communautés paysannes d'Occident. Durant cette période, la civilisation tauréenne se développe en Corse. Son économie est basée sur l'agriculture, l'élevage, mais aussi la métallurgie. C'était le temps des pierres dressées et des castéils, dont les vestiges sont toujours aujourd'hui visibles dans l'île. Les représentations nombreuses en Corse de statues menhirs anthropomorphes sont caractéristiques d'une société dirigée par une classe de guerriers. En témoignent les armes représentées sur celles-ci. Savoir qu'on est cette période en Corse, c'est une période où on est à la fin de l'âge du bronze, donc autour de 1100 avant Jésus-Christ. Les communautés sont assez hiérarchisées. C'est des communautés qui sont regroupées à l'intérieur de territoires avec probablement des sites fortifiés, des villages, voilà. Donc c'est des communautés qui sont aussi bien en lien avec le territoire insulaire, mais également avec l'extérieur, à l'échelle de la Méditerranée, par le biais notamment de la navigation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la période des grands récits homériques en Méditerranée, la guerre de Troie. C'est cette période-là, avec des personnages qui ont un statut particulier, des personnages qui ont un destin un petit peu magnifié, on va dire. Ce sont les guerriers, les chefs de guerre, les chefs de communauté qui sont représentés notamment à travers l'iconographie qu'on connaît des statues menhirs, donc ces guerriers qui sont puissamment armés. On est dans la période où circulent beaucoup les idées, où circulent les matériaux. Et pour ce qui nous intéresse, donc âge du bronze, qui dit âge du bronze, donc alliage de cuivre et d'étain, donc on sait que on a ces métaux qui circulent par le biais notamment de la navigation et sous la forme de lingots, dits de lingots peau de bœuf, de grands lingots. Alors on en a trouvé deux en Corse, un qui est très bien conservé du côté de Marianne, et puis quelques fragments sur un site qui a été fouillé dans l'extrême sud de l'île. On sait que c'est une période où on a beaucoup d'échanges avec l'ensemble de la Méditerranée. C'est une période d'émergence donc de la navigation. On sait que ces communautés s'exportent de façon assez lointaine. Elles vont probablement jusqu'au Proche-Orient, jusqu'en Égypte. Elles vont de l'autre côté de la Méditerranée jusqu'en Espagne, et puis on sait qu'il y a probablement des contacts de façon plus poussée avec la Sardaigne, et notamment avec le monde nouragique. Mais paradoxalement, les communautés insulaires, et on le voit notamment à travers le mobilier, ont su garder une spécificité locale. En Corse, la plupart des monuments tauréens de l'âge du bronze sont concentrés au sud. Pourtant, la vallée de l'Aninco et celle de la Casalune présentent également des vestiges de ce développement, tels que les castelli de Rosumini et Agulontre. On peut d'ailleurs y observer de mystérieuses gravures rupestres, comme le site de Petrafrigiata, non loin du village de Cambia, mais également celui de Casascribiada, proche de la commune de Carticassi. On a en Corse tout un art de pierres gravées, de gravures rupestres sur des rochers. On en a quelques-unes du côté de Tartagine. Et puis on en a une plus proche, probablement en lien avec la découverte de la statue menhir de Cambia, de Santa Maria. Mais les placer chronologiquement à la même période, voilà, c'est un pas qu'il faut franchir avec beaucoup de prudence. Forcément, sachant que ces représentations sont assez abstraites, même si elles sont interprétées comme des motifs stellaires, des cruciformes, qui sont probablement en lien avec des motifs lunaires, peut-être avec des calendriers lunaires. C'est des interprétations vers lesquelles on va de plus en plus. Alors, vouloir mettre en relation les deux sites, pourquoi pas ? Mais une fois qu'on a dit qu'elles étaient en relation, le discours scientifique, ça me nuise, et clos aussi. Bien sûr, la question qui s'est posée à nous, c'était de savoir si on avait des habitats en relation avec cette cavité de l'âne. Et des prospections ont été menées. Dans les environs immédiats, c'est-à-dire à 500-600 mètres, on a identifié les restes d'un site potentiel, peut-être un habitat.
qui est aménagé sous la forme de terrasse, qui structure un petit piton rocheux. Mais les sites les plus tangibles sont ceux de Cambia, notamment la statue menhir de Cambia, dite de Santa Maria, qui se trouve à vol d'oiseau à 5 ou 6 kilomètres, est probablement le site à mettre en relation à cette période. Et puis, on peut mettre en relation Lanink, la grotte de Lannes, avec le site de Rouzoumine, qui est un site fortifié de l'âge du bronze moyen, autour de 1400-1500 Jésus-Christ, mais qui a probablement été utilisé à la fin de l'âge du bronze également. Mais pour cette période de la fin de l'âge du bronze, c'est vraiment le sud de l'île qui compte les sites les plus nombreux, en tout cas les plus emblématiques. C'est vrai que la découverte de Lannes permet aussi de réorienter les recherches du sud de l'île vers le nord. Ça donne vraiment une image un peu plus large à l'échelle de la région. C'est un travail que nous effectuons à l'échelle de la région maintenant, et puis donc à l'échelle de la Méditerranée. Dès le mois d'avril 2016, une nouvelle campagne de fouilles se précise. De nouvelles techniques sont imaginées afin de faire transiter les vestiges de manière optimale. La volonté de chacun est sollicitée afin d'améliorer l'accessibilité du site. L'aménagement de la falaise et la pose d'une plateforme devraient permettre à l'équipe d'archéologues de meilleures conditions de travail. À la fin de la première campagne de sauvetage, les archéologues nous ont expliqué qu'ils allaient avoir besoin de revenir. Forcément, il restait plein de vestiges archéologiques dans la cavité. Donc cette fois-ci, c'était plus une petite opération sur 2 jours comme on venait de faire, mais c'était bel et bien une semaine complète de fouilles archéologiques qu'ils prévoyaient pour mai 2016. Donc il a fallu, nous, qu'on améliore un petit peu le système qu'on avait mis en place pour évacuer les vestiges depuis la cavité jusque sur la piste. Donc on a travaillé fort là-dessus, et il y a Dominique Descalzo, qui est spéléologue au club, qui a imaginé une manivelle, un espèce de treuil en fait, qui permettait en fait de faire transiter une cordelette associée à une corde porteuse qui sert de tyrolienne, pour pouvoir en fait évacuer tout en douceur, donc contrôler par cette manivelle les vestiges archéologiques les plus fragiles. Le 21 mai 2016 démarre la deuxième campagne de fouilles. Elle s'étendra sur une période de 8 jours. Cette campagne va mobiliser une vingtaine de personnes, dont 10 archéologues. L'installation d'un balcon de bois sur la vire d'entrée de la cavité a permis de créer un belvédère sur la vallée. Ce travail en hauteur, accroché à la paroi de calcaire jaune, est fastidieux. Il entame le moral et l'exaltation des premières heures s'efface. Lorsque soudain, sous le plat d'un large pinceau, une forme arrondie se découvre. Céline ou Audrey pour Philippe. Ah ouais, pourtant on avait bien... c'est Céline, je suis pas encore arrivée en pied de falaise, j'arrive là dans 2 minutes. Bah alors tu t'arrêtes, tu vas plus en pied de falaise. On vient de trouver en fait, juste au-dessus de la coupe qu'on avait dressée, Patrice vient de dégager 2 crânes complets intacts. Le poids là, l'alimentation un peu, mais T'as reçu Céline? bien reçu, mais je peux venir en pied de falaise comme ça. Non, c'est qu'il va nous falloir du matos pour conditionner. Il faudrait qu'on fasse remonter le papier bulle, une caisse à libère et du scotch. Ouais, je m'en occupe. Je vais juste... je vais déposer Antoine là, je suis pas arrivée, après je fonce. Donc il y a un peu de temps, le temps qu'on dégage et qu'on fasse la photo, il y a un peu de temps, mais juste le savoir, il faudrait le faire dans la matinée. Je m'organise, j'y vais après. Ta main droite, là, tu remontes un petit peu. Si tu touches avec ta main, tu vas sentir, elle est vraiment contre la paroi. Ah ouais, c'est... Tu vois? Ouais.
Là, je vais avoir du mal à repasser par-dessus. Ouais. Alors attends, tu vas la mettre comment? Dis-moi exactement. Tu vas la mettre comment? Ça marche trop là. Ça, vous pouvez venir la bloquer un petit peu ici sur la droite. Voilà. Parce que là, En fait, on a deux types de conservation dans cette cavité. On a trouvé des ossements humains dans deux niveaux archéologiques différents. Dans le supérieur, les vestiges osseux sont très très bien conservés. C'est là qu'on a trouvé également de la matière organique encore présente. Et puis on a un niveau inférieur qui a été bouleversé, remanié par l'eau, par des ruissellements, des coulées de boue. Là par contre, la conservation est beaucoup moins bonne. Donc pour le premier niveau, les crânes sont notamment complets, donc on pourrait envisager une reconstitution faciale, mais c'est impossible pour le niveau inférieur. Alors c'est la position des vestiges, pour moi elle est naturelle. C'est-à-dire qu'en 3000 ans, les choses évoluent. Elles évoluent naturellement, il y a de l'eau qui passe, il y a des animaux qui passent, donc il y a des choses qui se bouleversent naturellement. Qu'il y ait eu des pillages, pourquoi pas, mais on n'a rien qui puisse nous le prouver aujourd'hui. Par contre, les observations qui ont été faites sur la position des objets, les sédiments dans lesquels ils se trouvaient, donc ce qui nous intéresse, nous, quand on fait une fouille archéologique, nous montre qu'il y a la majeure partie des dégâts de l'évolution de la sépulture sont des choses naturelles. C'est-à-dire que naturellement, les choses évoluent, ce qu'on appelle la taphonomie. Et donc, le but de la recherche archéologique, c'est justement de comprendre ces phénomènes, de voir la part du naturel par rapport au geste anthropique. Donc là, le geste anthropique, c'est le dépôt des défunts dans ces emballages en bois qui ont été faits dans la grotte. Et on sait qu'avec le temps, ça s'est diffusé. Et tout ce qu'on a pu observer, nous, à la fouille de cette cavité, montre que c'est l'évolution naturelle normale. Dans la cavité, il y a l'évolution sur le pan de corniche, donc il y a toutes ces évolutions qui sont naturelles. Et c'est vrai que les choses bougent dans le temps, et ce qui est exceptionnel, c'est quand même que ces vestiges se soient conservés jusqu'à aujourd'hui. Au pied de la tyrolienne, les sédiments sont tamisés, révélant une phalange et une dent, passées inaperçues. Pendant ce temps, dans la cavité, un monoxyle de petite dimension est dégagé. Il se trouve dans un état de conservation extraordinaire. Ce monoxyle se présente sous la forme d'une cuve en bois, ayant peut-être contenu autrefois les ossements découverts sur le site. Il faudrait venir la bloquer un petit peu ici sur la droite. Voilà. Parce que là, non, mais si, il y a une pièce, ouais. Alors là, ce qu'on peut faire, on va peut-être faire un film de sécurité au centre et la caler sur les extrémités. Parce que c'est dans la chapelle du village, témoin de la vie de la communauté d'hier et d'aujourd'hui, que son étude sera entreprise. Il contenait seulement une cheville de bois dont la tige est de section rectangulaire. Le coffre, lui, est tiré d'une pièce de bois débitée sur la tranche. Au fond de la cuve, deux orifices de forme rectangulaire sont percés de chaque côté. On peut supposer que ces orifices servaient au passage des chevilles. Celles-ci étaient probablement rentrées en force à l'aide d'un maillet, permettant ainsi la fermeture du cercueil. Non, on le prendrait comme ça. Il faut laisser un petit peu à l'extérieur. Ce qui est tout à fait particulier pour cette sépulture, en fait, c'est la présence de coffres en bois. Voilà. On connaît pour cette période le bronze final, qui s'étale entre 1200 et puis 900 avant Jésus-Christ. On connaît des sépultures en grotte, notamment dans la partie orientale de la France, cette partie de la Méditerranée. C'est quelque chose d'assez récurrent. Voilà. Par contre, ce qui est inhabituel, c'est de retrouver des cercueils en bois. Ces cercueils en bois, on les a retrouvés parce que c'est les conditions tout à fait particulières de conservation qui l'ont permis.
On ne connaît aucun autre exemple en France. Encore un peu. Il faut aller chercher d'autres références dans le nord de l'Europe, notamment au Danemark, où on retrouve pour la même période des sépultures avec des coffres en bois. Alors c'est pas dans des grottes parce que là-bas il n'y a pas de grottes, c'est dans des tumulus, donc c'est des sépultures qui sont recouvertes d'un tas de terre. Alors ce qui est tout à fait surprenant, c'est que il y a des coffres qui sont tout à fait identiques, peut-être pas totalement identiques, mais qui rappellent fortement le deuxième coffre qu'on a retrouvé ici. Voilà, donc on peut imaginer, alors il faut peut-être pas s'imaginer une relation particulière entre le nord de l'Europe et puis la Corse, bien qu'à cette période il y avait des objets qui transitaient en Europe comme l'ambre de la Baltique, donc on en retrouve partout en Europe. Mais par contre, étant donné que la conservation est tout à fait exceptionnelle, peut-être que c'était une pratique funéraire courante, mais que dans les sépultures que l'on trouve, en fait, comme le bois n'est pas conservé, on n'arrive pas à mettre en évidence la présence de ces contenants. Alors, le plus possible vers vous. Jean-Claude, au pied de la civière, là. Encore. On n'a retrouvé que 2 contenants et on en est au niveau d'effectifs à 6 ou 7 individus. Voilà. Les contenants sont assez petits, enfin sont même assez petits, mais ils peuvent contenir des enfants. Donc à l'état actuel de l'étude, en fait, il y a 2 hypothèses. Soit ce sont des sépultures primaires, c'est-à-dire on a mis ici des cadavres qui se sont décomposés. Alors il y en a qui ont été déposés, les enfants, dans des coffres, peut-être d'autres en dehors des coffres. La deuxième hypothèse concerne des sépultures secondaires. C'est-à-dire il faut imaginer donc des cadavres, des défunts qui se seraient décomposés ailleurs que dans la cavité. On aurait récupéré, après un certain temps, après la décomposition, des ossements qu'on serait venu en fait déposer dans cette cavité. Alors au niveau de la composition de la sépulture, on a retrouvé des vestiges d'enfants, on a retrouvé des vestiges adolescents et des adultes. Voilà, principalement ce sont des adultes. On a un adolescent, enfin un grand adolescent, je vais dire 16-18 ans, et puis on a un enfant vers 9-12 ans, et un aussi tout petit, tout jeune, ce qu'on appelle un sujet périnatal, mort au moment de la naissance ou peu de temps après. Souvent, les spéléos trouvent des sites. Après, ça peut être des sites où l'accès souterrain est relativement compliqué. Ça peut parfois être plusieurs centaines, voire kilomètres sous terre pour arriver dans la partie arrière d'un site qui était accessible avant facilement. Donc toutes les conditions sont différentes. Dans ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les spéléos ont trouvé le site, l'ont très vite signalé, mais ils ont complètement joué le jeu au niveau de l'opération, c'est-à-dire leur présence sur le site, leur présence technique, leur aide, toute l'aide qu'ils ont apportée à l'opération, qui sans eux aurait été complètement irréalisable ou dans de très mauvaises conditions. On a l'exemple de la tyrolienne, par exemple, qui traversait la vallée. On a donc tout ça, ça n'aurait pas pu être mis en œuvre uniquement par des archéologues. Et donc là, on a pleinement la collaboration entre les 2 disciplines qui a parfaitement rempli les objectifs. Car si la grotte a pu être étudiée en pratiquement 2 campagnes et demie, ça veut dire que tout le monde a joué son rôle. Donc là, c'est quand même un exemple qui est très intéressant, de personnes qui trouvent, de personnes qui étudient, mais l'une sans l'autre, ça peut pas aboutir. J'ai assisté à la descente des cercueils, à cette descente. Et évidemment, c'était très émouvant. Moi, pour ma part, j'étais très ému quand j'ai vu descendre le premier cercueil, ça c'est vrai. Et ensuite, on m'a demandé de les mettre quelque part parce que, évidemment, ils ne pouvaient pas faire les fouilles directement dans le camion, dans le véhicule. Hein. Alors moi, j'avais pensé vraiment à une cave que nous avons ici dans le village, mais quand arrivé devant cette cave, quand j'ai ouvert la porte de la cave, évidemment, le spécialiste m'a dit non, ici c'est pas possible, ça risque d'être humide, c'est pas. Et puis m'est venue cette idée de l'église, tout simplement. Pourquoi m'est venue cette idée d'église? Tout simplement parce que déjà, c'est vrai, chez nous, l'église, elle est bien équipée. Il y a l'électricité, il y a le chauffage. À l'époque, il faisait pas très chaud, donc il y avait le chauffage, on avait. Et ce qui permettait aussi, pourquoi pas dans l'église? Après tout, pourquoi pas? Justement, ce sont des cercueils, pourquoi pas dans l'église?
Et nous avons descendu le cercueil dans l'église, tout simplement, quoi. Et pour qu'il puisse, parce que dans un des cercueils, si tu veux, il y avait des sédiments. Il fallait fouiller ces sédiments, justement. Il fallait fouiller un peu là-dedans. Et donc, ça s'y prêtait vraiment. L'église s'y prêtait vraiment. Évidemment, quelque chose, un cercueil comme ça, qui date de 3000 ans dans notre église, c'est sûr, hein, c'est quelque chose d'assez... c'est assez émouvant, quoi. C'était assez émouvant. Alors pour ce qui concerne les études que l'on va réaliser sur les vestiges humains, donc on essaie de déterminer tout d'abord ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire combien il y avait d'individus dans la sépulture, quel était leur âge, leur sexe. Ensuite on travaille sur leur état sanitaire, donc on essaie de voir quelle maladie ils ont pu contracter durant leur vivant. Et on fait des analyses aussi tout à fait spécialisées, alors ça c'est pas nous qui le faisons, on fait appel à des laboratoires. Donc on fait des analyses ADN, notamment pour rechercher les liens de parenté, et puis également pour essayer de préciser la provenance des individus. Alors, la provenance des individus, donc on utilise la palégénétique, et puis également on dose un isotope qu'on appelle le strontium, en fait qui est un marqueur du sol, de la roche-mère. C'est un élément qui suit la chaîne trophique, donc on le retrouve dans le sol, dans les plantes, dans l'eau, dans les animaux et dans l'homme. Voilà, donc si on dose cet élément dans les dents et puis ici localement, si c'est la même signature, on peut dire ces individus sont nés ici. Si la signature isotopique est différente, on peut essayer de déterminer d'où ils viennent. C'est-à-dire ils sont nés dans un endroit, ils ont passé leur enfance dans un lieu particulier et ensuite ils ont migré ici. Voilà. En fait, il y a quelques os qui présentent des traces de découpe. Donc, ce sont des traces qui sont très nettes, qui ont été réalisées avec un outil tranchant et qui ont été faits sur un os frais. Car sur un os frais, c'est-à-dire soit avant la mort, donc ça peut être des traces liées à une violence qui aurait pu causer la mort, soit ça relève du traitement funéraire qui aurait pu être réalisé sur le cadavre. Voilà. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que ça concerne différents éléments, notamment des côtes, donc simplement au niveau thoracique. Ça concerne plusieurs côtes. C'est assez curieux pour une trace de violence. C'est sûrement pas. Je pense plutôt que ce sont des gestes qui ont été réalisés sur le cadavre. Comme c'est au niveau thoracique, est-ce que c'est des gestes qui sont liés à un embaumement, à un prélèvement d'organes? Ça, c'est tout à fait aussi inhabituel. Donc on peut l'observer, mais pour le moment on n'a pas trop de références sur d'autres sites archéologiques de cette période. En fait, les coffres, il y a un coffre qui a été trouvé légèrement démantelé, avec à proximité quelques os humains. Mais on n'avait pas vraiment le contenant parce que le fond était que très partiellement conservé. Dans l'autre coffre, en fait c'est comme une coquille de noix, donc on avait que la moitié qui était conservée. Et dans son contenu, on a retrouvé qu'un ossement humain. C'était un fragment de sternum d'un enfant. Voilà. Et après, tous les autres os, on les a retrouvés à l'extérieur. Ce que l'on peut dire, c'est que ces coffres ont été bouleversés. Deux hypothèses. Soit ils ont été bouleversés de manière naturelle. Hein, après le dépôt, cette cavité a continué à vivre. Il y a eu des phénomènes de ruissellement, de coulées de boue, qui ont bouleversé les dépôts, qui auraient renversé et retourné les cercueils, enfin les coffres, et les ossements auraient été dispersés. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est une hypothèse anthropique intentionnelle. C'est-à-dire, on peut imaginer en fait des pilleurs qui seraient rentrés dans la tombe ici et qui auraient récupéré des objets précieux. Bon, ce qui est assez curieux, c'est que nous, lors de la fouille, on a retrouvé des ossements humains, des éléments de ces deux coffres en bois, et c'est tout. On n'a pas retrouvé ni d'éléments céramiques, enfin de la poterie, ni d'éléments métalliques, ni de ce qu'on appelle de la parure. Normalement, pour cette période-là, on aurait pu s'attendre à retrouver ce type d'objet. Et là, on n'a rien retrouvé du tout.
je connaissais les spéléos, évidemment, mais pas les archéos. Hein. Les archéos, je ne le connaissais pas, ni M. Léandre, ni moi. Voilà, alors, et là, on a commencé on m'a expliqué un peu ce qui allait se passer. Évidemment, c'est toujours un peu... pour moi, ça a été un peu, si tu veux, une méfiance. Quelque part, je me méfiais quand même. Hein. Parce que aller fouiller des corps, des trucs, ça se faisait 3000 ans qu'ils étaient là. Je me disais, mais quand même, pourquoi on va fouiller, on va chercher, on va enlever ces corps de là-dedans, ça fait 3000 ans qu'ils sont là. Bon. Et puis évidemment, M. Léon m'a rassuré en me disant que c'est pour la science, c'est pour évidemment pour savoir un peu ce qui s'était, hein, c'est l'histoire quand même, hein, et qu'il fallait, bien sûr, ça, il m'a rassuré quoi, du moins il m'a rassuré. Et moi, évidemment, la première des choses que je lui ai demandé, c'est que tous ces vestiges qui allaient partir de l'âne, que ces vestiges reviennent le plus rapidement possible, et j'espère tous les vestiges, non seulement le bois, mais tous les ossements, tout ça devait revenir en Corse. Maintenant, en Corse, évidemment, je comprends bien qu'on était obligé de les mettre dans un musée. À l'âne, faire un musée à l'âne, c'est un peu compliqué, évidemment, je le comprends bien. Mais nous avons quelques musées en Corse. Maintenant, on a un musée le plus près qui est à Corté. Évidemment, ce serait ma préférence, hein, à Corté. Mais bon, ça c'est à discuter, c'est à voir après avec les spécialistes. Hein. C'est pas à moi de décider vraiment. Mais enfin, moi je pencherais évidemment pour Corté. Hein, et puis surtout, je tiens à ce que tout ça revienne en Corse. Ça alors j'y tiens vraiment. Et je me battrai pour ça. Un sogno maledetto d'eternus carpire, una chiama antica che più unibum senti, che più unibum senti. Ariosi chi fu da grandi allora, e i visi di pietra che dissini di noi, mi dà subito a strada consiglio signora, l'idea di tanto che tu qui principiò, d'altura cuccidarti soprare, un nero ancora mondo e nerati di guardiani pietrati di un ricordo umano,
dalle labbra ci primo con silenzio videtti, e li sapienza arcani con i soganti mesi, i giochi una storia finiti di segreti, da una cittadella che a memoria persi, scintille